vu que j'ai bien écouté, on va effectivement accueillir deux chefs. C'est comme ça, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je vous présente. Bon, ben, ma chère Chloé Beauvalet, si tu veux bien nous rejoindre. Mon cher Damien Nuitin, si tu veux bien nous rejoindre. Non, blague à part, j'ai bien compris qu'il fallait pas dire chef, mais bien manager. D'ailleurs, ça sera une des questions que nous avons identifiées à l'occasion de la préparation de cette table ronde, une fois de plus, à laquelle je vous remercie l'un et l'autre d'avoir accepté follement. Vous avez fait le pari de la confiance. Je crois que c'était le pari de l'autre. C'était la notion de la définition de la confiance donnée par Marc il y a quelques instants. Et lors de nos échanges, de notre échange préparatoire, voilà, vous aviez échangé à bâton rompu. Et puis il y a quelques questions qui ont rapidement émergé. Et l'une d'entre elles était effectivement de se dire vraisemblablement, le manager aujourd'hui, il a un certain nombre de casquettes. On en a entendu quelques-unes tout à l'heure. On a entendu parler de coach, on a entendu parler de leader, on a entendu parler de quoi encore, c'est pas sur cette fiche d'expert, de la notion de la tension, etc. Et puis avant, j'ai oublié quelque chose. Parce que moi, je vous connais un petit peu, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, je vais peut-être vous présenter l'un et l'autre, et puis ensuite, nous allons rentrer dans la table ronde. Voilà, deux visages connus, toutefois, puisqu'ils ont intégré ou ils sont restés dans le grand panier de notre ami Thierry Spencer. Voilà, dans l'équipe type de la relation client qui a été présentée la semaine dernière par notre cher et ami blogueur. Donc, Chloé, tu étais encore dirigeante de Cogedem il y a 15 jours. Vu que tu aimes les défis simples, tu étais également chez Sitel, cette fois-ci au moment de la crise du Covid, la crise de l'immobilier. Voilà, tu aimes les défis, tu connais très bien l'univers de la relation client parce que tu as été un grand nombre de temps à Canal, en version Canal historique. Tu as été également PMU, un petit passage également chez BNP, et tu connais très bien l'univers de la relation client pour avoir creusé ton sillon pendant de nombreuses années, un visage très connu et ami de la profession. Et puis également Damien, un visage tout aussi connu, notamment par nos amis de Thierry. Et puis tu es sévi au COMEX également d'Enred depuis quelques années, notamment sur toute la partie opération et expérience client. Je crois que tu as eu également une expérience, tu le dis souvent sur LinkedIn, chez AOL, la team AOL. Ça, c'est quelque chose qui est souvent raccroché à Damien Nuitins dans mon inconscient. Tu sais peut-être ça. Donc, une expérience marquante. Et puis, je crois que il doit falloir peut-être les plugger. Et donc, il se trouve qu'on s'est retrouvés il y a une dizaine de jours, et l'un et l'autre ont accepté de manière un petit peu folle d'accepter de témoigner à l'occasion de cette matinée. Justement, alors, c'est ce qu'on a wordé sur le blues du manager, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose qui soit un petit peu dans le thème, non pas du dolorisme, mais de la quête de piste, puis c'est pour ça qu'on m'évite, ça se soigne. Et donc, voilà, on a eu cette call préparatoire, et on évoquait à l'occasion de cette call, effectivement, l'acteur, le manager, effectivement, multicasquette. On a évoqué coach, on a évoqué leader, on a évoqué chef pour de bons ou de mauvaises raisons. Mais quelles sont, vous, peut-être les différentes facettes, justement, de ce manager qui reste encore à définir? Du coup, je vais être peu galant. Damien, tu vas être le premier à avoir le droit à la question. Alors, avant de répondre à ta question, je me disais, après avoir écouté Marc, mais qu'est-ce que je suis venu faire avec Chloé dans cette galère? J'ai l'impression qu'il a abordé là, beaucoup de sujets qu'on avait évidemment à l'esprit et avec beaucoup plus de talent que ce qu'on pourra le faire. Pour l'anecdote, d'ailleurs, l'image de la galère est intéressante puisque tu nous as abordé sur une péniche à Paris il y a une quinzaine de jours. Et on fait même le truc à revenir avec la marine. Tout à fait. Et au-delà du fait que je pense que j'étais à mon deuxième mojito, toi un peu plus. J'étais arrivé pourtant beaucoup plus tard. Hein. J'ai accepté avec plaisir, mais c'était pas trop prévu dans mon agenda parce que je me faisais la remarque, il y a des gens de mon équipe, ça fait 1 an qu'on parle de techno et je ne dirais pas le mot, mais qu'est-ce que ça fait du bien de parler d'humain, voilà. Donc ravi d'être là sur ce thème sur lequel on apprend tous les jours en réalité. Fluctuate d'Merguture, donc le manager finalement très intéressant parce que il n'y a pas un, alors c'est à la fois, j'ai envie de dire, il a à la fois un et pluriel. Hein. Il y a des enjeux liés à chaque type de manager, de niveau de responsabilité de manager, et puis on va le voir, on va l'explorer. Évidemment, les enjeux qui se posent ou les difficultés qui se posent à un manager, à un CEO, jusqu'à un responsable d'équipe au service client ne sont pas exactement les mêmes, même s'il y a des challenges communs. Donc ça, c'est quand même une dimension un peu hyper intéressante à avoir à l'esprit. On est à l'extrême. Mon propre manager, ce sont mes actionnaires, mon board et mes actionnaires. Ce qui est toujours une dimension intéressante, c'est-à-dire qu'on est toujours le manager de quelqu'un jusqu'au plus haut sommet d'une organisation, ce qui répond aussi un peu au point de marque. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans des niveaux de COMEX, dans des organisations importantes, on est quand même pris dans le squeeze qu'on a évoqué entre la vision stratégique et la vision opérationnelle. Et y compris jusqu'au tout en haut de l'organisation, il y a quand même aussi cette dimension-là. Et notamment, on le sait, on ne va pas y revenir, mais sur cette accélération du temps, sur la priorité donnée souvent au court moyen terme, qui est aussi entretenue par un système économique qui est ce qu'il est et qui a aussi ses vertus en termes de développement, mais qui met
serait intéressant d'en discuter avec nos amis de la Massif, mais qui est forcément un peu différent et qui peut avoir des conséquences différentes sur la manière d'animer un collectif. Donc juste pour te répondre encore en 2 mots sur cette différence du manager et de passer évidemment la balle à mon ami Chloé, évidemment que les difficultés et les challenges auxquels on est confronté dans un COMEX sont pas les mêmes que celles qu'on va retrouver chez un manager de proximité. J'en citerai une, pour moi, en tant que membre de COMEX, c'est que par exemple sur nos métiers, parce que c'est aussi intéressant de le contextualiser par rapport à nos métiers, de l'expérience et de la relation client, une des difficultés pour avoir occupé d'autres fonctions dans les entreprises, sur des fonctions marketing, commerciales, etc., c'est qu'on ait des métiers aussi sur lesquels il y a une notion d'expertise assez forte, qui est assez peu maîtrisée dans les directions générales. Donc moi, souvent, les difficultés que j'ai à titre perso, on reviendra sur les autres types de difficultés, c'est des difficultés, je pense, auxquelles plein de gens sont confrontés dans cette salle, qui est que parfois, on manque un peu de ping-pong interne. On a aussi nos questionnements et finalement, on a un manque d'itération de ping-pong interne pour savoir si on est dans la bonne direction. On reviendra sur comment on va chercher aussi ces itérations ailleurs et comment on se conforte aussi par des visions externes. Et peut-être pour compléter, moi j'ai un parcours où j'ai fait des tas de trucs différents dans des tas de secteurs différents et je me disais que c'était forcément très différent de manager une personne, je prends mon exemple à moi, ou d'en manager 6500, de manager après avoir déjà managé par le passé ou d'être dans une première expérience managériale, de manager après d'autres managers qui ont managé différemment de notre style quand on va arriver, de manager hiérarchiquement ou de manager transversalement avec uniquement de l'influence et on reparlera des sujets de pouvoir, mais c'est quand même pas la même chose, de manager des employés, de manager des cadres, de manager des gens qui sont là avec vous ou de manager des gens qui sont loin dans un autre pays. Donc en fait, il y a une immense variété à travers un mot valise qui est quand même un anglicisme qui en français veut dire gérer. Et gérer, c'est quand même hyper large. Donc la courroie de transmission, là, elle est vraiment entre plein de choses qui sont extrêmement disparates et dans des contextes qui sont extrêmement divers. Donc on ne peut pas résumer ça tout simplement. Alors justement, qu'est-ce qui serait le point commun justement entre ces différents profils de managers dont on voit tant la profondeur que la largeur ? Le point commun, me semble-t-il, c'est justement, je sais pas, c'est l'amortisseur, la courroie de transmission, enfin, je sais pas, on a des visions un peu mécanistes, ouais. En tout cas, le relais, le liant, le fluide, l'huile, je sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, c'est qu'on est toujours un tampon entre. Et c'est finalement ce fait d'être entre et avec l'ensemble des parties prenantes. Moi, j'aime bien la RSE qui nous aide aujourd'hui à réfléchir justement à la diversité des publics et des parties prenantes de l'entreprise. Et finalement, le manager, il est forcément au milieu de cet écosystème-là. Il doit faire produire quelque chose à ce collectif, parce que c'est quand même la finalité. Alors, espérons qu'elle ne soit pas que financière et qu'elle crée un peu de valeur au monde en triple comptabilité, mais elle est quand même là pour faire produire quelque chose à ce collectif. Et c'est pas la même chose. Donc, si on se voit comme ça, moi, l'image que j'aime bien, c'est le chef d'orchestre. Et il y avait une chef d'orchestre qui expliquait que c'est pas du tout la même chose de manager un collectif de violons où ils jouent tous la même partition avec un premier violon et donc une relation hiérarchique entre les gens, et de manager des cuivres où souvent chaque instrument est solo avec une partition qui lui est propre et qui est unique. Et donc, c'est pas du tout les mêmes modes de fonctionnement et cette capacité d'adaptation pour être cet amortisseur un peu protéiforme, c'est peut-être ça justement le point commun, je crois. Totalement, je pense que cette notion qu'on a évoquée de mettre du fluide, de l'huile dans les rouages est clé. Ça, pour le coup, sur l'ensemble des dimensions managériales, entre la vision sûrement stratégique et opérationnelle. Après, je dirais que les challenges sont toujours les mêmes. Je pense que dans la notion de management, il y a quand même cette notion d'asseoir au départ une légitimité. Alors, pour ceux qui ont des souvenirs ou qui ont lu Weber, alors le sociologue, pas le fabricant de barbecue, on est plutôt dans nos organisations sur des modèles où on a une forme de légitimité rationnelle, quoi. Globalement, on est nommé. Et donc, on pourrait estimer que finalement, on revient au point de la cartographie que tu as évoqué, Marc. Parce qu'on est nommé, on devient manager. Moi, j'ai grandi dans cette culture du management. C'est-à-dire que quand je suis devenu manager, à l'époque, c'était chez SFR en l'occurrence, mon boss me dit, de toute façon, le management, c'est facile. Demain, tu as les galons, donc tu es manager. Je crois qu'évidemment, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça et que ces modèles de légitimité ne fonctionnent pas complètement dans nos organisations et encore moins aujourd'hui avec les générations qui arrivent sur le marché du travail. J'ai toujours été assez convaincu que c'était un mix entre ça et, alors, appelons-le comme on veut, cette notion d'empathie, d'écoute, de capacité à mettre de la vie,
Mais en tout cas, cette dimension, il y a sans doute un minimum de dimension charismatique. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui fait l'attribut du charisme. Je ne suis pas assez philosophe ou assez expert pour. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour en discuter, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un souffle en tout cas qui va au-delà du rôle que confie l'organisation. Donc ça, je pense, c'est super important parce que on est aussi manager dans le regard des autres. Et on en revient à cette notion de est-ce que mes collaborateurs m'estiment sur le manager. Après, le rôle, c'est celui d'un animateur, d'un chef d'orchestre, etc. Il est multiple, mais je pense que cette notion de poser une légitimité est importante. En tout cas, elle est clé à chaque rôle de management. Et puis, encore une fois, sur nos métiers, il y a une dimension qui est un peu plus forte, qui est celle du credo. Voilà, on en parlait en préparant un peu cette intervention. On est sur des métiers où, qu'on le veuille ou non, et on pourra refaire 10 fois le débat, quand on fait des budgets dans une direction générale, le service client, c'est un centre de coût. Voilà. Je suis premier à penser que c'est pas le cas, qu'on a plein de leviers pour démontrer que c'est pas le cas, mais in fine, ça reste quand même beaucoup ça qui est ancré, encore. Et donc, on est sur des sujets où il faut démontrer qu'on a de l'argent à investir sur des convictions profondes et qui sont portées de manière assez verticale jusqu'au plus bas de l'organisation. Il y a Jérémy qui est dans la salle, qui est notre directeur du service client, notre responsable du service client B2B, entreprise, qui gère aussi toute l'activité réclamation. Il y a 2-3 ans, on a créé une équipe destinée à gérer les réclamations sensibles. C'est un investissement pour l'entreprise sur lequel il y a un ROI moins immédiat que quand je recrute 10 vendeurs. Voilà, ça c'est une réalité objective. Donc il y a cette notion et qui doit être incarnée jusqu'au plus proche du manager qui est en charge de cette activité réclamation, de défendre cette vision et de la porter. D'où le sujet dans les complexités, qui est celui justement de la vie, en fait. C'est de plus en plus compliqué de porter des convictions, de porter un credo, quand on sent qu'il y a moins de vie dans les organisations, ce qu'évoquait Marc tout à l'heure, et ce qui est quelque chose auquel je souscris. Avant de parler peut-être des pistes ou des astuces, à défaut de conseils, me diriez-vous que vous voudrez bien nous prodiguer dans quelques instants. On a évoqué quelques difficultés tout à l'heure en creux. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui en tant que manager sur nos sujets? On parle de 13e travail d'Hercule. Moi, je trouve que le plus compliqué, et ça a été, je trouve, très bien dit tout à l'heure par Marc, c'est un sujet de désalignement des attentes. Il y a énormément d'imaginaire et de projection sur ce de rôle de manager, et donc on attend de vous des choses. Quand j'ai pris un poste de responsable de l'équipe data au PMU, j'avais des data scientists qui avaient été managés par un expert data scientist, et la nana, quand je suis arrivée, elle m'a regardée en me disant, en fait, tu sais pas coder ni en Python ni en R. Non, j'ai ni l'un ni l'autre. Et ben, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Quand on a été managé par des experts et que l'équipe grandit et qu'on n'est pas expert, il faut qu'on vienne pour apporter autre chose. Mais ça peut être aussi l'alignement des attentes où les jeunes générations ou les collaborateurs aujourd'hui qui ne sont pas forcément les plus jeunes demandent du sens, demandent du projet, demandent de la cohérence. Et moi, ma rémunération de dirigeante en général, elle est indexée exclusivement sur des critères financiers. Donc j'entends bien que mon rôle, il est de créer de la relation. Et moi, je suis convaincue que l'EBITDA est une conséquence de ce que le dirigeant arrive à faire fonctionner l'entreprise et créer de la relation entre les gens et mettre de la vie et faire que le collectif crache le meilleur de ce qu'il a dans le bide. Il n'empêche qu'il y a un désalignement complet des attentes entre ce que les collaborateurs attendent de vous et ce que les chefs attendent de vous. Puis après, il y a aussi votre conscience à vous de ce que vous savez faire. Alors l'avantage avec un peu de bouteille d'avoir changé de boîte et de me retrouver sur le marché du travail pour la deuxième fois en devant expliciter ce qu'on sait faire, c'est qu'on est obligé de le penser. C'est pour ça que c'est chouette d'être prof, c'est pour ça que c'est bien de faire des conférences, parce qu'en fait on conscientise ces pratiques. Et en fait aujourd'hui je suis capable de dire, si vous attendez de moi que je mette sous pression une boîte, que je la retourne en 3 mois en faisant un PSE pour mettre les gens essorés en mode performance, c'est pas moi. Voilà. Donc en fait, je n'irai pas faire ce job de manager tel que vous l'imaginez. Donc il faut aussi vachement de connaissance de soi pour se dire ça je sais pas faire. Voilà. Moi je suis une mailloticienne de l'organisation, je fais accoucher les gens, ça prend du temps. Si vous me demandez de faire le job en 3 mois, je le ferai pas parce qu'en fait j'y crois pas. Et c'est important aussi de le dire. Et j'ai souvenir effectivement lors de mon recrutement au PMU, c'était super, c'était bien. Puis à la fin, ils m'ont dit, c'est quoi? Est-ce que vous avez encore des questions? Je dis juste un truc, vous me laissez combien de temps? Ils m'auraient dit 6 mois. Je leur ai dit, je ne sais pas faire en fait. Et je n'y arriverai pas. Donc vous allez me mettre en échec.
Et je le vois aussi là où j'étais dans le monde de l'immobilier jusqu'à il y a très peu. Le monde de l'immobilier est quand même un secteur dans lequel, sans faire de caricature, et c'est pas spécifique à l'entreprise dans laquelle j'étais, qui est un monde de mal alpha, experts de la promotion immobilière. Enfin voilà, on est quand même sur un mode de fonctionnement en étoile où le chef il est fait pour cheffer, dirait Chirac. Quand on vient et qu'on n'est pas là pour cheffer, il faut asseoir une crédibilité qui prend du temps parce que les gens vous demandent de cheffer. Et vous les mettez devant leurs responsabilités en disant en fait je vais pas cheffer, je vais pas faire ça à ta place en fait. Je vais te laisser accoucher de ta propre décision. Et là il dit en fait t'es pas manager quoi. Donc il y a aussi une crédibilité qui s'assied dans le temps et qui nécessite de s'inscrire dans un contexte d'imaginaire managérial issu de la culture de la boîte, de la culture du secteur, d'une réalité vécue par les gens qui sont fait taper sur la gueule pendant des années parce qu'on leur a dit il faut obéir et d'un seul coup on leur dit ah non il faut en fait inventer, créer, être auto-responsable, etc. Et là il y a un décalage et je trouve que la violence du rôle du manager elle est dans l'inconscience de ce désalignement et dans le non-dit des attentes et des imaginaires au-dessus, en dessous et autour par les pairs qui ont aussi des imaginaires différents. Damien, par rapport à ces difficultés également, puis aux causes Oui, alors je pense que je suis très aligné avec ce qu'a dit Chloé. En fait, je pense qu'une des grandes difficultés auxquelles les managers sont confrontés, c'est de réconcilier des attentes qui sont potentiellement contradictoires. On est un peu dans un monde d'injonctions contradictoires. Ça, c'est le premier sujet. Après, si je fais un peu un focus, par exemple, sur les métiers de la relation client, je pense qu'aujourd'hui, un des métiers les plus compliqués, c'est le rôle du manager de proximité. Parce que, en fait, aujourd'hui, il est coach, nounou, assistante sociale, grand frère, grande sœur. Bon, voilà, je pense qu'on est data analyst. Donc, en fait, je pense qu'on a aussi des sujets parfois de définition des rôles dans les organisations. Et ça se rejoint ce que tu disais sur ce que sont les attentes qu'on a sur un poste donné, dans des contextes où ça a beaucoup évolué et où, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, mais le télétravail ajoute une dimension de complexité. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est quelque chose de nécessaire à un équilibre, mais que clairement, ça contribue aujourd'hui au fait qu'il y a moins de vie dans les organisations. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir ces équipes qui sont là en entier, de pouvoir organiser des événements. J'ai le souvenir, jeune manager, de faire des apéros le vendredi soir avec mes équipes. Alors, n'allez pas croire qu'à chaque fois il y a de l'alcool, quoi. Mais très simple. Voilà, dans les couloirs, etc. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de compliqué, aussi qui est lié à une évolution en rapport au temps et au travail. Le télétravail n'est pas un élément facilitateur. Donc dans l'Écosse, c'est évidemment pas la principale et pas l'unique. Je pense que la première, c'est effectivement déjà de redéfinir ce qui est attendu du rôle du manager à chaque étape, et puis de gérer ces conjonctions, parfois ces injonctions contradictoires qui créent de la tension au quotidien avec des entreprises qui poussent, qui veulent aller plus vite, plus loin, et puis des équipes qui ont une capacité à suivre, qui est une capacité humaine, donc qui est limitée aussi à un moment donné par ce qu'elles sont en capacité de faire, l'accompagnement qu'on met, la formation qu'on met. Je pense qu'on a investi sur la formation sur de bons sujets, mais pas suffisamment, par exemple, sur les dimensions autour de... Alors l'écoute, je pense qu'on l'a fait, mais en tout cas pour nous, mais je pense que ça a été fait dans beaucoup d'organisations. Mais je pense que comment aller plus loin sur cette dimension humaine, on en reparlera. Mais moi, je reste optimiste parce que je pense que ce qu'on vit sur la techno nous pose de toute façon de manière obligatoire la question de la redéfinition du rôle et de la valeur ajoutée de l'humain. De manière générale, indépendamment du sujet de la relation client. Si la techno aussi demain des robots savent faire plein de trucs, ça veut dire que l'humain, c'est quoi sa valeur ajoutée? Et donc ça, je pense que c'est le gros enjeu auquel on va être confronté demain aussi, c'est de redéfinir les rôles, les attendus, et ce qu'on met en face pour accompagner cette transition. Ça va dans le sens, par exemple, de la responsabilité aussi, qui était un des sujets qui avait abordé d'ailleurs Damien sur ce point. Oui, alors après, un des grands sujets dans les injonctions contradictoires, c'est en fait, dans les outils du manager, il y a quand même ce sujet de la reconnaissance, éventuellement de la sanction, quand il y a des écarts de comportement. Et là, on rentre dans un sujet qui est compliqué, en fait, dans les organisations actuelles, puisque tout ça s'inscrit dans un cadre. Donc, c'est l'autonomie, finalement, qu'on donne sur ces leviers au manager, dans un cadre donné, qui est celui de l'entreprise. Petite anecdote, il n'y a pas longtemps, je recroisais quelqu'un que j'ai connu dans une vie professionnelle passée, qui a pris une reconversion dans l'enseignement, elle est devenue directrice d'une école privée de l'Ouest parisien. Et je disais... je la recroise il n'y a pas longtemps, je lui dis mais comment ça va, ça se passe bien, ta première année en tant que directrice,
les parents sont pas trop chiants avec ça. Moi, je pensais qu'elle spontanément, elle me dirait que la difficulté qu'elle avait, c'était avec les parents, notamment dans ces banlieues plutôt favorisées, où on a l'impression qu'ils savent, globalement, toujours mieux savoir que les profs, etc. Et en fait, elle me dit, mais en fait, ça se passe super bien avec les parents. La difficulté que j'ai, d'un point de vue managérial, c'est avec les instituteurs, avec les profs. Parce que pour la première fois de ma vie, depuis que je suis en situation de manager, parce qu'elle avait commencé à être manager dans une entreprise, dans le privé, elle me dit, aujourd'hui, j'ai pas de moyens. Le recrutement, finalement, en soi, je suis assez limité sur mon choix. C'est une école privée sous contrat, donc j'ai quand même peu de levier. Et surtout, au quotidien, j'ai peu de levier pour discriminer, pour accompagner, discriminer positivement, c'est-à-dire incentiver des initiatives individuelles, etc., et les reconnaître et les valoriser. Et inversement, quand il y a des comportements qui peuvent être en écart, à un moment donné, recadrer, trouver des leviers, etc. Elle me dit, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'au-delà de mon rôle d'animation, de donner un cap, etc., je manque d'outils au quotidien pour pouvoir manager. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui que dans nos équipes, notamment auprès de nos managers de proximité, est assez vrai, parce qu'aujourd'hui, la politique salariale, la politique de global RH de l'entreprise s'inscrit dans un collectif, alors sans doute pour une partie de bonnes raisons, y compris de cohérence, d'alignement, mais aujourd'hui, il y a un sujet autour de l'autonomie dont disposent les managers de proximité pour gérer ce rôle d'animateur et pour valoriser au sein de leurs équipes les talents. Je pense que c'est un vrai sujet. En tout cas, il y a un sujet de moyens, de capacité d'agir, tout à l'heure on disait pouvoir d'agir. Et puis je trouve qu'il y a aussi une double lecture, une qui est finalement cet absorbeur de tension, alors moi je trouve de violence. Un manager, il s'en prend plein la gueule. Il doit décider, il doit prendre des décisions que les autres n'ont pas du tout envie de prendre, il doit prioriser des projets, donc faire des gens des mécontents et d'autres des contents. J'avais rencontré une boîte de formation qui accompagnait des managers dans des moments de burn-out, et en fait qui essayait de les remettre en piste. Et il disait finalement le manager, c'est le seul qui se prend autant de pain dans la gueule sans être accompagné. Un militaire qu'on envoie au front, un sportif de haut niveau qu'on envoie en compète, on l'entraîne, on l'accompagne pendant qu'il est dans son poste, on lui fait des sas de décompression, il n'est pas tout le temps en train de s'entraîner comme un taré. Et donc, moralité, là, il y a une question, c'est effectivement, après on va parler sur les solutions, mais c'est une question de comment on assume des responsabilités qui sont à la fois horizontale, de faire fonctionner ensemble, donc de désilotage pour créer du lien entre les gens, et puis une dimension plus verticale de faire advenir quand même l'objet pour lequel, ou la raison sociale de l'entreprise, pour laquelle on doit arriver à créer un succès collectif et de définir justement l'appréciation de cette efficacité. Et si on n'est pas sur un objectif de performance financière, ou en tout cas que c'est une conséquence, mais que ce n'est pas l'objectif et la finalité que poursuit le manager, moi, j'aime bien aujourd'hui les travaux d'Olivier Hamant sur les sujets de la robustesse. Et l'exemple qu'il prend souvent, c'est celui du corps humain. Le corps humain fonctionnerait beaucoup mieux à 39-40 degrés. Il serait un peu au taquet, il ne fonctionnerait pas très longtemps. Et donc, en fait, comment un manager arrive à organiser la légère sous-performance de chaque individu au profit de l'efficacité collective qui est robuste et pérenne dans le temps. Et c'est là où on arrive à rejoindre ce bon alignement ikigai de l'entreprise, où chacun individuellement fait ce qu'il fait parce qu'il aime ça, parce qu'il est bon pour le faire, parce qu'il arrive à se faire payer pour le faire et parce que ça a de la valeur pour le monde et du sens de façon globale. Et cet ikigai individuel doit rejoindre un ikigai collectif. Et vas-y toi manager pour arriver à faire le lien entre les deux. Mais cette violence-là, cette tension-là, en fait, il faut arriver à la dire, il faut arriver à l'absorber. Et moi, je dirais profondément, il faut aimer ça. C'est peut-être là où c'est pas une galère, mais c'est peut-être juste un plaisir. Mais en tout cas, il faut pas se le cacher. Et typiquement, je te nomme manager parce que tu es bon dans ton job. Que dalle, je te nomme manager parce que tu as cette capacité à te prendre dans la gueule un nombre de violences absolument considérable et que tu vas savoir le transformer en quelque chose qui fonctionne et qui crée de la valeur pour les gens, pour l'entreprise, pour le collectif. Dans cette dynamique, en termes alors je sais que le mot conseil peut paraître maladroit, mais
de suggestions, de pistes qui te sembleraient opportuns, notamment pour une personne qui prendrait les fonctions de manager ou qui voudrait revoir un petit peu sa mission. Quelles seraient justement ces suggestions si tu avais un petit retour d'expérience à faire sur effectivement, j'aime pas les conseils parce que je pense que chacun fait avec ce qu'il est et que le sujet qui était évoqué tout à l'heure, c'est aussi de faire en étant aligné avec soi-même parce qu'on est soi. Donc de toute façon, quand on ment et qu'on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, déjà, ça marche pas bien. Donc prendre du temps pour soi, se connaître soi-même, etc. Donc prendre soin de soi, prendre du temps, effectivement, s'accorder des pauses. Moi, il y a un truc qui m'est revenu par une collaboratrice quand j'étais à la tête de Fundever France, qui à un moment, je lui demandais si ça va. Elle me dit oui, ça va. Et toi? Je dis bah oui, ça va. Elle me fait en même temps, toi, ça va toujours. Je dis bah non. Il y a des jours où ça va pas. Et elle me dit ouais, mais tu le montres jamais. Et donc en fait, nous, on n'a pas envie de te dire que nous, ça va pas parce que je dis bah manquerait plus que la DG, elle arrive en disant bah non, ça va pas. Enfin, comme une fois un CSE où ils me disent vous êtes bigrement optimiste. Bah manquerait plus que le DG il arrive en disant putain, moi j'ai les jetons, je pense qu'on va dans le mur. Enfin, donc c'est sûr que ça mais de dire la vulnérabilité, de dire en fait c'est quoi aujourd'hui, oh putain ça va pas quoi. En fait ça autorise les autres à dire. Donc je crois que ce sujet de la sincérité, de l'authenticité, de vulnérabilité, c'est important. Et j'ai un autre souvenir qui est du même style. Je racontais tout à l'heure, mais au PMU, un jour, c'était au tout début de ma prise de fonction, les équipes me présentent deuxième comité de pilotage d'un sujet de création de base de connaissances. Ils me montrent un truc débilissime, mais vraiment absurde. Enfin, j'avais genre 1 mois, 2 mois de boîte. Enfin, je ferme ma gueule en me disant bon, je vais peut-être pas leur dire que c'est débile quand même. Donc j'y vais hyper prudemment. Et je sens s'installer dans la salle une espèce d'immense malaise. Et d'un seul coup, ça monte au cerveau. Et je leur dis en fait, au premier comité de pilotage, je vous ai demandé de faire ça. Ils me disent, bah ouais. Et je me dis, c'est complètement con. Ouais. Je me dis, avec 15 jours de boîte, je vous ai demandé de faire un truc débile. Je vous demande de me dire que c'est débile. Et bah dire à un chef que c'est débile, c'est déjà dire à l'équipe, voilà ce que j'attends de vous. Et ça change complètement le rôle et la vision qu'on a du manager. Donc c'est toujours mon sujet de comment on rend conscient finalement les gens de qui on est, de ce qu'on apporte, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on attend d'eux vis-à-vis de soi-même, comment on manage un manager, enfin voilà. Et donc je pense que tous ces exemples-là, c'est comment vous arrivez à expliciter ce que vous êtes capable de faire, qui vous êtes, comment vous l'abordez. Enfin, si ça, on y arrive, quand même, on se facilite beaucoup la tâche, quoi. Damien. Ouais, c'est cette notion qu'on évoquait de créer un espace d'écoute et de discussion, évidemment. Voilà, redévelopper le sens de l'oreille et pas que des yeux. Ça, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'effectivement, il y a cette notion de beaucoup écouter, prendre le pouls. On parle beaucoup dans nos démarches de relations clients, de care, etc. C'est prendre le pouls de l'organisation, prendre le pouls de ses équipes au quotidien, passer sur un plateau, saluer, dire bonjour, merci, etc. Bon, ça, je pense que c'est déjà de l'hygiène de tous les jours qui s'est aussi un peu perdu. Sur laquelle il faut rester vigilant. Cette proximité, c'est important. Cette proximité est importante. C'est d'autant plus vrai que plus on monte dans l'organisation. Tu vois, on parlait tout à l'heure Moi, c'est un sujet compliqué parce qu'en fait, on est pris au quotidien dans des machines à laver de gestion transverse. Alors, on n'a pas beaucoup parlé aussi du management dans un contexte très matriciel. On a les organisations qui sont de plus en plus matricielles, ou du management fonctionnel. Alors, quelque part, c'est la vision 3D, mais ça s'anime aussi encore différemment. On pourrait parler de la relation client où une partie des équipes est parfois sous-traitée, où il y a eu des sujets, y compris juridiques, d'ingérence. Donc ça, c'est aussi d'autres formes d'animation de management à constituer, mais qui passent de toute façon, tout en commun, la nécessité de garder une proximité. Proximité avec ses partenaires, proximité avec les services avec qui on est amené à travailler, proximité avec les équipes. Et c'est un petit effort au quotidien parce qu'il y a 10 000 raisons de ne pas le faire en réalité, parce que les agendas sont tellement denses qu'à un moment donné, on est vite happé. Donc, premier sujet. Deuxième sujet, je pense que, et ça revient à la notion de prendre le temps pour soi, et je l'évoquais tout à l'heure sur la prise de décision, sur nos métiers en particulier, je crois beaucoup au sujet du peering, c'est-à-dire le fait d'échanger avec ses homologues, avec ses pairs, dans l'organisation ou en dehors de l'organisation, parce que c'est une manière de s'ouvrir, c'est une manière de pas rester dans son silo,
dans son couloir, dans son espace fermé, et de continuer à se nourrir, y compris en termes d'innovation, de réflexion, et du coup de la partager avec l'équipe. Ça, je pense que c'est super important. Et moi, je pousse pour que mes équipes, justement, puissent participer à des événements comme ceux qu'organise la marque, par exemple. C'est hyper important. Et au-delà de ce qu'on peut faire en extérieur, en interne, que des managers entre eux reviennent sur des cas. Moi, je sais que, par exemple, j'ai quand même beaucoup de formations de management tout au long de ma carrière. J'arrivais au constat qu'au global, ce qui m'avait plus apporté dans ces formations, c'était pas la formation en tant que telle, c'était le fait de me retrouver à discuter de situations managériales avec des pairs de mon entreprise ou d'autres entreprises qui avaient été confrontés aux mêmes situations et de discuter des manières dont on les avait résolues. Plus que la formation en tant que telle, du corpus, on va dire, un peu théorique ou méthodologique de la formation. Donc je crois beaucoup à ça. Je crois qu'en fait, et le regard que je pose maintenant, pour avoir fait quelques entreprises aussi comme Chloé, c'est que les entreprises qui arrivent à bien vivre, dans lesquelles on remet de la vie, de la transfo, souvent c'est celles qui se regardent pas le nombril et qui sont pas sclérosées et qui gardent une ouverture sur l'externe. Les entreprises qui, par exemple, parfois interdisent à des collaborateurs de venir dans des événements comme ceux-là sont des entreprises qui vont pas bien en général à l'intérieur et où c'est très compliqué de faire bouger les lignes. Merci Damien. Peut-être avant d'amorcer, on pourra prendre une ou deux questions avant de partir en pause. S'il y a un dernier mot avant d'ouvrir cette séquence de l'un et l'autre. Je le disais tout à l'heure, je suis super optimiste en fait sur ces sujets. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je pense que ce qu'on est en train de vivre en révolution techno pose des milliards de questions éthiques, environnementales, réglementaires, mais quelque part va nous obliger à nous reposer sur la dimension humaine. Parce qu'encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, ce qui a été le propre, notamment dans nos métiers ces dernières années, c'est autour de la taylorisation des process, etc. À partir du moment où une partie vont être d'une manière ou d'une autre automatisées, y compris dans les équipes de support et de back-office, à la fin, moi, ma conviction profonde, c'est que les gens auront quand même besoin de contact humain pour sortir du cadre, pour les rassurer, etc. Et donc, on va aller sur des attentes en termes de compétences qui ne seront pas celles qu'on attendait ces 20 dernières années, en gros, qui étaient de savoir appliquer de la manière le plus propre le process de A à Z, avec le moins de sorties de process possible. Mais au contraire, la valeur ajoutée, elle va se créer sur la capacité à écouter, à amener de la relation, de la chaleur dans la relation, de l'empathie, vraiment de gérer revenir aux bases de ce qu'est la relation humaine. Et je suis assez convaincu que c'est in fine, comme la techno va devenir de la dette, ce qui va faire la différence d'un point de vue business et concurrentiel, ça va être les humains qu'on aura notamment dans les populations, dans les métiers en frontline, que ce soit côté commercial ou relation client. J'en suis intimement convaincu, je peux me tromper, c'est le but du jeu aussi de ces partages-là. Ça veut dire que dans la manière dont on va gérer ces équipes, dans le rôle du management, on aura forcément une évolution. Si je caricature à l'extrême, dans les métiers de la relation en particulier, on était longtemps sur des jobs de superviseurs, par exemple, qui étaient des jobs qui s'apparentaient un peu à des contremaîtres. Mécaniquement, c'est absolument plus ça qu'il faut, quoi. Ça, par contre, c'est un challenge énorme. Ça a déjà démarré, ça fait déjà quelques années qu'on parle d'empathie, d'émotion, etc. Là, ce qui va être nécessaire de faire comme effort va être significatif. Et là, pour le coup, toute la dimension soft skills, mindset, à laquelle tu reviendras, je pense, vont être déterminantes. Et comment, du coup, on amène nos organisations à transitionner vers ça plus vite que ce qu'on l'a fait. Comment on forme à ça. Ça, c'est des vrais enjeux qui commencent dès à présent à se poser en parallèle de ce qu'on a de roadmap technologique. Il y a un chasseur qui s'appelle Tim Gillois qui a créé un podcast qui s'appelle le Mindset et qui dit historiquement on cherchait des hard skills, c'est devenu une commodité. Depuis quelques années on cherche des soft skills, c'est en train de devenir une commodité. Et donc la question, alors, c'était le style, lui il dit c'est le mindset. Effectivement c'est qui on est et ce qu'on apporte. Et finalement, moi, je trouve que la clé la plus importante et la plus efficace, c'est d'essayer de créer les conditions du plaisir. Moi, je trouve ça terrible de voir le nombre de prises de parole sur manager, c'est dur. Alors moi, je surkiffe, j'adore ça. Je surkiffe les entretiens annuels. Je sais, je suis un peu bizarre, mais j'adore ce moment-là. Parce qu'en fait, j'adore ce qui se passe à ce moment-là en termes de discussion, parce que je prends conscience qu'en fait, je sais des trucs sur le collaborateur qu'en fait, je ne savais même pas moi-même que j'avais compris. Et je trouve que si en fait, on aime profondément ça, bah, c'est pas un effort d'aller dire bonjour aux gens. Alors au début, on va pas se mentir, dans le rapport au temps, moi je me souviens quand j'ai pris mes fonctions de dirigeant de Saïtel, j'avais jamais été DG. Je passais le matin et je disais bonjour aux gens. Et alors, il y en avait 2 qui me répondaient, d'autres qui regardaient en disant c'est qui ? Après, ils avaient les jetons, donc ils disaient oh putain, c'est la DG, donc ils baissaient la tête. Et en fait, petit à petit, les gens ont compris que quand je passais pour dire bonjour, c'était l'occasion de me dire ah, au fait, puis
puis t'as vu, je t'ai envoyé un mail sur, ah, puis si t'as le temps, tu pourras, puis tu pourrais dire à Bidule que ce qu'il a fait, c'est canon. Et en fait, voilà, ce travail, au début, c'est fake it until you make it, mais au début, le manager, il prend un costume dont il ne sait pas très bien ce qu'il est, parce qu'effectivement, il endosse des responsabilités qui lui sont données par tout le monde. Et puis, il est ce qu'il est à l'intérieur de ce costume. Et puis, petit à petit, on fait coller le costume et l'homme ou la femme. Et là, ça se passe bien, mais encore faut-il, à mon avis, aimer ça et prendre plein de plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. En fait, on a démarré avec un blues du manager, on a fini par une ode au management. Donc, merci beaucoup, ma chère Chloé.